l'espace. Oh, les gens agréables. L'espace, les gens se voient moins. Ils devinent juste. Ils devinent les gens. Qu'il n'y a pas de trop. Qu'il n'y a pas d'autres gens, ça les rend agréables. Qu'il n'y ait pas trop de gens, que les gens soient noyés dans l'espace, que l'espace les efface, ça les rend agréables. Que l'espace soit un vaste trou. C'est un bon trou d'espace. Ah oui, ça c'est mauvaise conduite. Alors vous allez reconnaître le lien avec la thématique de la soirée, je pense. Quand j'étais toute gamine, l'un des tubes télévisuels, c'était La valise en carton de Linda de Souza. Artiste qui a disparu il y a quelques mois seulement, mais je dois hélas avouer qu'elle faisait partie des gens que je pensais déjà morts. En me replongeant dans les années 80, j'avoue que je préférais largement Chacun fait ce qui lui plaît, du groupe Chagrin d'amour, que je fredonnais en yaourt, comme beaucoup de personnes ici présentes, que je ne dénoncerai pas, et dont les cendriers débordants me rappelaient ceux de mes parents. L'atmosphère de la chanson me fascinait confusément, créant l'inquiétude chez mes géniteurs, mais La valise en carton, dans un autre genre, m'a marqué aussi. C'était une mélancolie différente de celle de Chagrin d'amour, qui, elle, annonçait la nuit, l'excès. La mélancolie de Linda de Souza est la douleur de l'exil, du battement entre départ et retour, du manque. Et puis je trouvais singulier qu'une valise puisse être en carton. Je me disais que ça ne devait pas être bien solide, voire fondre à la moindre pluie. Mais alors que devenaient les vêtements ? Tout allait tomber par terre dans un magma trempé. C'était absurde. Qui avait eu l'idée à la con de faire des valises en carton ? Une punition pour les pauvres ? Quand tu as une valise en carton, s'il se met à pleuvoir, il faut courir très vite. Renata, l'héroïne de l'autrice Catherine Guérard, dans Renata n'importe quoi, vit le même genre de problème quand elle part à l'aventure avec toutes ses affaires dans des cartons qu'elle n'a même pas pensé à équiper d'une poignée. Nos valises à nous étaient en cuir. Sans doute parce que nous, on n'était plus des étrangers depuis 3 ou 4 générations, alors qu'elle, la Linda, elle débarquait avec son accent et sa valise. À chaque génération, peut-être, ta valise durcit un peu. Ce qui est d'autant plus absurde que tu as justement besoin d'une valise dure et solide quand tu migres. Tu n'en as plus besoin quand tu es installé. Donc vraiment, rien n'allait dans cette histoire de valise en carton. Sur la photo de l'album qui contient la chanson, Linda de Souza apparaît assise en tailleur, en jean large et en pull de camionneur gris, le visage à moitié caché par son col, assise sur qui semble être un pont en métal ouvragé qui prend des allures carcérales, en créant une perspective un peu inquiétante. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne joue pas sur la corde sexy. C'est un corps de travailleuse jolie, certes, mais elle n'est pas là pour minauder, c'est clair. Moi, gamine, je la trouvais sympathique, Linda de Souza. Elle avait un joli sourire et un physique qui m'était familier, car méditerranéen. Elle aurait pu être une de mes tantes ou une nounou. L'album, dont est tirée la chanson en portugais avec la fameuse valise en carton, déborde d'histoires tragiques, chantées comme des bonnes nouvelles, toutes légères, avec une insistance sur le fait qu'il faut faire confiance aux gens. Pourtant, elle chante des choses comme « Une fille pleurait en passant la frontière, ses illusions perdues et sa patrie qu'elle a laissée derrière. J'avais une maison blanche à côté de la mer, j'avais des amis, j'avais le soleil, j'avais tant de choses merveilleuses que je perds, et le sourire de mon père. » La ligne générale de son album, c'est « Tu quittes le soleil du Portugal pour la France ». C'est quand même la grosse déprime. Donc tout ce qui te reste, c'est de te dire que tu peux faire confiance aux gens qui vont t'accueillir. Et peut-être l'amour viendra. Mais le problème, c'est que les 2/3 des chansons d'amour finissent vraiment très très mal. Dans la mesure où ma grand-mère paternelle raciste voyait apparaître Linda, quand elle voyait apparaître Linda de Souza à la télé, criait « Mais retourne chez toi avec ta valise en carton, la boniche, et emmène tous les bougnoules avec toi », je me disais que la pauvre Linda était peut-être un peu trop confiante en l'humanité et un peu mal barrée. Mais c'est ça le carton. Ça absorbe les sentiments, ça fait une frontière ouatée.
Ça contient des rêves, des textes, de la tristesse, beaucoup d'espoir. Ça concentre des générations de lettres d'amour, des secrets, des souvenirs de textes. C'est plus une valise, c'est un palimpseste. Ou peut-être un tombeau. Ensuite, Linda de Souza, elle l'a écrit, sa valise en carton. C'est devenu le titre d'un livre autobiographique paru en 1984, qui a été un succès, je cite, inattendu, a dit la critique, les lèvres un peu pincées. Des ventes à plus de 2 millions d'exemplaires, pendant que ses albums se vendaient très bien aussi. Alors on pourrait dire qu'elle a eu raison, Linda de Souza, de quitter le Portugal, d'arriver en France confiante, avec sa valise en carton et son enfant sous le bras. De toute façon, elle avait guère le choix. Elle avait été maltraitée par sa famille, avait connu la faim, les coups, l'orphelinat. S'enfuir de tout ça, c'était sa seule solution, donc elle a eu bien raison. Linda de Souza était femme de ménage, elle a subi bien des humiliations avant de réussir à enregistrer quelques mesures dans un studio. Alors c'est peut-être moi qui n'arrive pas à voir le carton à moitié plein. Peut-être que je ne vois que le carton mouillé et déchiré. Alors que non, il est bien là, modeste mais résistant, presque conquérant. Sauf que Linda de Souza est morte il y a quelques mois, le 28 décembre 2022, des suites du Covid. Ça faisait déjà plusieurs années qu'elle se laissait glisser, ne mangeait plus. Pendant qu'elle avait du succès, elle avait fait confiance aux gens qui l'entouraient. Comme elle l'a chanté dès le début, dès son premier album. Et ces gens ont détourné tout l'argent qu'elle gagnait avec ses chansons, ses films, toutes les adaptations qui ont découlé. De sorte que dès la fin des années 80, elle était déjà ruinée. Arrivée à la soixantaine, elle touchait une retraite de 400 € par mois. Donc on peut dire que la valise était vraiment en carton. En réalité, elle ne s'est jamais transformée en or. Quand elle passe chez Ardisson ou dans d'autres émissions dans les années 2000, Linda de Souza conserve sa classe digne, elle n'a pas perdu son accent, et on perçoit beaucoup d'intelligence dans ses traits d'humour, mais aussi que son esprit s'envole assez facilement et rapidement vers la tristesse et la nostalgie. Elle oublie qu'elle est sur un plateau télé, elle parle directement aux spectateurs, elle digresse, elle est trop intense, la douleur affleure. Elle n'est plus vraiment là, elle n'est pas au Portugal non plus, ni tout à fait dans sa mémoire. Elle est dans une sorte d'entre-deux, celui que connaissent bien les exilés qui ne sont ni ici ni là-bas. Et à force d'être en suspension, elle glisse dans la folie. À Jordan de Luxe, un journaliste qui lui demande ce que ça fait de passer de femme de ménage à star, comme s'il racontait un conte de fées propre à inspirer les influenceurs et les influenceuses qui, certes, n'ont pas dû toucher un balai depuis longtemps, elle répond incrédule « Rien, ça ne fait rien de particulier, je suis la même personne, c'est le même corps. Je chantais quand je faisais le ménage, je chantais au Puce de Saint-Ouen, puis j'ai chanté sur scène, c'est tout, c'est le même corps. » Le journaliste insiste, le pauvre, il voulait un moment un peu spectaculaire, des souvenirs glamour, mais ça la met en colère, elle s'avance, elle met les mains sur les hanches pour montrer combien il se tient droit ce corps. Et elle dit « Non, je suis la même, je vous dis, j'ai toujours été la même. Quoi que je fasse, c'est le même corps. Il n'y a aucune honte à dire que j'ai été femme de ménage et que c'est une femme de ménage qui a rempli l'Olympia. » On ne cesse de l'interroger sur sa ruine, évidemment qu'elle doit en souffrir, mais elle ne comprend pas pourquoi on insiste autant. Elle répond qu'elle ne s'est jamais occupée de chiffres. Les chiffres, c'est pas la vie, moi je chante, j'aime et j'ai été aimée. On l'a réduit à la femme qui est passée de l'aspirateur au micro, au succès de la valise en carton de ses chansons des années 80 et à sa ruine. Et elle ne comprend pas. Linda de Souza, c'est notre Elvis Presley européen, ou plutôt une sorte d'Elvis inversé. L'anorexie remplaçant l'obésité, partie de rien, puis partie comme une fusée vers la gloire avant de retomber loin dans la souffrance. Quelqu'un entre plusieurs cultures, les cultures noires et amérindiennes pour Elvis, le Portugal et la France pour Linda de Souza. Le carton a l'air rustique comme ça, mais en réalité il est fragile. Sensible au moindre épanchement, alors il gonfle, il devient poreux, et il finit par se déchirer. Les larmes sont une arme létale. Quand son armure cède, la vie contenue dans la valise en carton se répand sur le sol, écrasée par les pas pressés des indifférents, dispersée, poussée vers le caniveau. Mais il y aura bien un oiseau pour s'en faire un nid. Il y aura bien un cœur curieux pour sauver le cadeau de la confiance, soigneusement entretenu contre toute forme de logique. Jean-Luc Godard s'était suicidé chez lui en Suisse. Il avait mangé son dernier cigare, l'avait mâché comme un chewing-gum, puis avalé avant de se pendre. Wim Wenders avait revêtu un costume d'ange qu'il avait fabriqué pour l'occasion, était monté tout en haut de la colonne de la Victoire à Berlin et s'était jeté dans le vide en déployant ses ailes de carton. Steven Spielberg avait fait le plein de barres d'énergie dans un supermarché de Los Angeles, avait conduit sans s'arrêter jusqu'au Grand Canyon, avait sorti son vélo
Et après avoir avalé sa dernière barre de céréales, avait pédalé tout droit, le plus vite qu'il pouvait, si vite qu'il avait eu l'impression à un moment de voler, alors que pas du tout. Tout ça, c'était dans sa tête. Une tête qui avait explosé au fond du Grand Canyon en formant une sorte de bouillie énergétique. Les frères Dardenne s'étaient tranchés le sexe l'un de l'autre, et puis en suivant... C'est un peu le moment savoureux du truc. Les frères Dardenne s'étaient tranchés le sexe l'un de l'autre, et puis, en suivant attentivement un tutoriel YouTube, se l'étaient cousu sur le palais dans la bouche l'un de l'autre. L'hémorragie et certaines difficultés respiratoires avaient eu lentement raison d'eux. Michael Haneke avait donné 200 000 € à un trafiquant d'armes italien rencontré par hasard à la Biennale de Venise pour qu'il lui explose la tête. Tâche dont il s'était acquitté avec brio, celui-ci ayant tout filmé avec une vieille caméra VHS avant d'envoyer ça à l'adresse indiquée par Haneke, c'est-à-dire celle de l'église où il serait inhumé, avec prière d'insérer la cassette dans son cercueil. Quentin Dupieux s'était condamné lui-même à la lapidation. On l'avait lapidé dans un garage de Biarritz à l'aide d'un vieux stock de pneus. Quentin Dupieux s'était condamné lui-même à la lapidation. On l'avait lapidé dans un garage de Biarritz à l'aide d'un vieux stock de pneus cloutés. Encore une victime collatérale du réchauffement climatique. Agnès Varda, alors qu'elle déjeunait avec l'artiste JR dans un restaurant de Montmartre, s'était scalpée avec une pelle à tarte. On avait retrouvé sur le sol le haut de son crâne, paré de ses cheveux qu'elle gardait mystérieusement à moitié décolorés, que les pompiers, croyant découvrir un caniche, avaient caressé une première fois avant de comprendre leur erreur. Quentin Tarantino s'était payé un sabre de collection dans une vente Sotheby's. Elle avait avalé comme ça, cul sec, sans rien sentir, et puis il était tombé du balcon. On l'avait retrouvé planté au milieu du jardin à la française du Relais Château Bordelais, où il passait ses vacances. Son propriétaire, un investisseur chinois, en avait profité pour lancer la mode des épouvantails Tarantino, et tout le monde s'était mis à en vouloir un dans son jardin. David Lynch s'était emparé d'une tarte aux cerises. Jusqu'à ce que... Ah, David Lynch s'était empiffré de tarte à la cerise jusqu'à ce que ses intestins explosent. On s'attendait de sa part à quelque chose de plus sophistiqué, de plus tordu. Le jeune prodige Xavier Dolan s'était noyé dans ses propres larmes qu'il avait versées en continu pendant plus de 6 mois, versées puis congelées sous forme de grands monolithes. Quand il avait été certain d'en avoir assez, il avait installé tout ça au fond d'une piscine vide où il s'était lui-même allongé après s'être menotté. Sa tristesse avait fondu en larmes, c'était le cas de le dire. Il s'était noyé. Jacques Audiard avait réussi à échapper à la surveillance du guide pendant une visite de l'accélérateur de particules du CERN en Suisse. Il s'était caché entre 2 armoires électriques. Et, le soir venu, s'était introduit entièrement nu dans l'accélérateur. Il avait attendu l'heure du prochain test qui n'avait pas tardé à venir. Après avoir atteint une vitesse proche de celle de la lumière, des particules s'étaient rapprochées en croyant se percuter. Mais elles avaient en fait percuté les parties génitales du réalisateur. Quelle n'avait pas été la surprise des ingénieurs du CERN quand ils avaient découvert la moitié d'un testicule collé sur une paroi alors qu'ils espéraient trouver là la particule de Dieu. L'inspecteur Duchemin était chargé de l'enquête. Il n'avait jamais vu aucun film de Godard, il n'avait jamais vu aucun film de Wenders, il n'avait jamais vu aucun film de Spielberg, il n'avait jamais vu aucun film des Dardenne, il n'avait jamais vu aucun film de Haneke, il n'avait jamais vu aucun film de Dupieux, il n'avait jamais vu aucun film de Varda, il n'avait jamais vu aucun film de Tarantino, il n'avait jamais vu aucun film de Lynch, il n'avait jamais vu aucun film de Nolan, il n'avait jamais vu aucun film d'Audiard. Par contre, c'était un fan absolu des films de kaiju, les films de monstres japonais. Ce soir, l'inspecteur Duchemin avait prévu de revoir Godzilla de Ishiro Honda, ou Le Retour de Godzilla de Motoyoshi Oda, ou Varan, le monstre géant de Ishiro Honda, ou Reptilicus, le monstre des mers de Sidney W. Pink, ou Astronaute 1980 de Ishiro Honda, ou King Kong contre Godzilla de Ishiro Honda, ou Dogora, The Space King Kong, The Space Monster de Ishiro Honda, ou Shidra, ou tout ça, je ne savais pas. Il hésitait encore. Quant à la vague de suicides qui s'abattait sur les plus grands réalisateurs de ce monde et sur laquelle on l'avait chargé d'enquêter, eh bien, se disait-il, quel cinéma!
L'enfance. Il la voit de loin. Il sait qu'elle est là-bas, dans les lointains, comme quand il voit l'écume à l'horizon des vagues qui sont au plus loin dans la mer. Il y a cette écume blanche qui surgit depuis la ligne d'horizon. Il ne sait pas ce qu'il y a là-bas qui fait qu'il y a des vagues. Et c'est pareil pour l'enfance. On n'en a que des souvenirs de l'enfance, mais rien qui surgit comme cette écume. Comment voir l'écume autrement que dans les souvenirs? Les souvenirs, c'est comme une ligne d'horizon où rien dépasse. Tout ce qui est vrai est resté enfoui dans les flots. L'enfance, c'est comme un horizon intérieur. C'est les lointains qu'on devine derrière nos yeux. Et puis les souvenirs qui envahissent l'écume, qui soustraient la mémoire à la vraie vie. Il n'y a plus d'enfance, mais des souvenirs qu'on projette, comme quand on regarde au loin, avec cette gerbe de blanc qui danse au-dessus de l'horizon. Mais les lointains sont derrière la vue. C'est l'enfance aveugle qui surgit un moment, par une odeur, une sensation. C'est un mot qu'on n'a plus jamais entendu de sa vie et qui surgit sur le plat, inattendu. La vie qui forme une ligne droite au loin, où on a nos yeux derrière et toute l'écume rentrée, tous les souvenirs qui forment des trous. C'est comme des enfoncements à plus se rappeler de rien. Ça nous envahit comme quand on est tout près et qu'une vague nous submerge. Et là, sur la crête, à plus se rappeler de rien, envahi qu'on est par les pleurs. Plus rien à y regarder ni dire qu'ils sont partis les mots avec leur genre et les odeurs et la façon dont ça tient debout face aux événements, les remuements de la mer. Il faudrait toujours réinventer la vie chez l'autre. Comment revoir tous les mouvements, le fond de l'air qu'on a enfoui dans ces figures chavirées. Comme cette écume au loin à l'enfance, elle sortira parfois des flots qui la retiennent à tout jamais, comme les souvenirs. C'est eux qui nous recouvrent tout de la vie, l'existence aveugle, qu'on sent remuer dedans, la vue qui plonge dans nos regards tout retournés. Pourquoi nous ne sommes pas redevenus des enfants? Pourquoi nous n'avons pas redevenu? Nous ne sommes pas des enfants. Pourquoi nous n'avons pas devenu de revenus? Nous ne sommes pas revenus d'avoir à être et n'avons plus de revenus. Nous ne sommes pas des enfants. Pourquoi ne pas être redevenus dans l'enfant? Nous aurions pu, nous serions devenus, nous aurions pu. Pourquoi ne pas revenir de des enfants? Nous ne sommes pas de des enfants. Pourquoi nous aurions pu, pourquoi ne pas redevenus? Nous ne sommes pas. Pourquoi redevenir dans l'enfant? Nous étions pu, redeviendus. Nous aurions pu revenir dedans, redeverdir du revenu. Pourquoi nous ne sommes pas redeviendus dedans l'enfant? Pourquoi revenir? Nous ne sommes pas des enfants. Pourquoi revenus, vendus, ne renavons pas les pieds venus, nous n'avons pas revenu nus. Pourquoi
Pourquoi nous nous sommes mis dans ce corps? Pourquoi nous n'avons pas tenté autre chose, tenté d'être hors de ça et de pas y tenir, de pas en faire partie? Nous aurions pu faire partie d'un autre ensemble ou de pas d'ensemble. Nous aurions pu faire partie d'autre chose qui ressemble à rien d'un corps, un corps qui est un tunnel avec au bout un mur qui bouche l'ouverture. Pourquoi nous nous sommes fourrés dans ce tunnel sans issue? Pourquoi nous nous sommes bercés d'illusions? Ou alors il s'agissait d'une faiblesse de caractère. Nous nous sommes mis là sans savoir, car c'est nous-mêmes et personne d'autre, nous-mêmes qui avons décidé de l'enfermement, nous-mêmes qui nous sommes foutus dans ce pétrin, alors que nous ne sommes pas de ce corps-là, nous n'avons finalement rien à voir avec lui, nous voulons chanter, nous voulons partir de ce corps au quotidien, ce pétrin quotidiennement remis au goût du jour, pour nous faire croire en des possibilités, pour nous donner accès à ces possibilités, mais il n'y a pas de possibilités. Si on veut s'affranchir du corps, il faut d'abord s'affranchir des possibilités, mais nous ne voulons pas, nous voulons creuser le tunnel et arriver enfin face au mur, et toujours en nous taisant, en faisant de nous des taisants. On voudrait plus que se taire dedans, mais dedans, c'est pas du corps, dedans, c'est l'intérieur qui veut s'échapper, dedans, c'est l'envie d'en finir avec des présupposés de corps, et des présupposés de fin, et des présupposés de possible, dedans, c'est en finir avec la vie, comme mur face au champ, dedans, c'est les mots qui sont taisants dans le cri qui sort, et veut en finir, dedans, c'est je sors et je crie et je veux en finir. J'en finirai du corps quand j'aurai atteint le cri, quand la langue sera suffisamment sortie, quand la langue aura sorti tout le taisant des mots et qu'on aura fini avec les possibilités de corps, quand on aura les organes en révolte, quand les organes auront fini les révoltes de corps, quand les organes pousseront du dedans vers dehors pour fignoler le cri qui sort des organes, les organes de l'ouïe, de la vue, les organes du chant, tous les chants et tous les organes qui sortent, qui veulent quitter dedans qui veut quitter dedans pour être dehors, pour quitter l'idée de corps, et l'idée de dehors aussi, car dehors, un corps, tout comme dedans. Dedans, on veut débarrasser le plancher de la physique. Nous avons inventé le corps pour nous débarrasser des organes qui chantent, mais nous voulons toujours quitter le corps, nous voulons débarrasser la physique du corps, nous voulons débarrasser la physique de tout, de la physique même, nous voulons quitter la physique pour rejoindre, nous rejoignons le cri qui débarrassera la physique, mais quand nous parlons du cri, nous ne parlons pas de l'organe qui pousse la voix, l'organe qui pousse le corps en voix, nous parlons de l'organe qui soustrait la voix, nous parlons de l'organe qui resserre, qui étreint, nous parlons de l'organe qui fait boule, qui fait masse compacte, qui fait ressortir tout le taisant de mots, tout l'alambiqué caché, toute la possibilité, car les mots cachent un impossible à parler, et ça se cache bien dans le corps qui pousse la voix, mais le corps ne fait que pousser qu'une voix, il ne pousse pas la physique, il ne quitte pas le plancher des vaches, le corps, il a ses pieds fermés, il est dans le corps à s'éteindre, et plus il s'éteint, et plus les pieds sont fermés, et plus les mots sont audibles à pleine voix et à tout craint, rien à voir avec ces corps-là, ces corps qui craignent, qui sont des tunnels d'empêchement, qui sont l'empêchement de tourner en rond dans ses propres tunnels, rien à voir avec les tunnels d'empêchement, rien à voir avec les mots et avec les corps, rien à voir avec cette envie de mort quand on parle, car quand nous parlons, nous sentons déjà le mort, mais pas le mort comme on devrait le sentir. On devrait sentir le mort proche, la terrible histoire du mort tout proche, du mort qui s'approche en nous, alors que là, nous sentons la mort parce que les mots sommeillent, parce que la voix dit des mots en bâillant, parce qu'il faut sentir le danger de la mort proche. Et pour ça, il faut étrangler les mots, il faut qu'on soit dans l'étranglement, qu'on puisse sentir qu'on parle comme on voudrait s'échapper, que les paroles s'échappent du dernier trou, que c'est le dernier trou de la parole et tous les trous s'en échappent, ils s'échappent de chacun des mots, les mots qui voudraient dire des choses, alors que les mots ne veulent rien dire, ils sont cris, ils sont étranglements, ils sont gosiers sortis pour voir la vie hors du corps, ils sont pression du gosier et la rétention du larynx, ils sont cognements de la langue, ils sont des affrontements de génération de larynx ou de gosier, ils sont des luttes inscrites dans le corps pour sortir définitivement, ils sont la trace d'avoir voulu un jour débarrasser le champ de la physique, ils sont l'hésitation entre la langue sortie et celle rentrée, celle qui chante clairement, celle qui n'a pas eu à hésiter entre son corps et sa voix, c'est comme deux êtres dans un conduit, deux êtres qui se débattent
s'emboîtent dans un goulot. Les deux êtres ne savent pas comment quitter l'autre et comment il faudrait sortir de l'aide. Pour ça, il lui faudrait ratatiner l'autre. Et les deux êtres savent pas comment. L'autre, on le ratatine, peut-être en lui marchant dessus, mais les pieds sont trop loin. Il y a le corps de l'autre qui gêne, le corps de l'autre qui est entravé. Et être entravé par soi, c'est soi qui entrave. L'entravement, c'est avant tout soi-même. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faudrait se voir comme un entravé. L'entravé de première main, l'entravé de naissance, c'est la naissance qui m'aurait entravé. C'est moi qu'aurait entravé soi dans la naissance. Merde à l'entravé que je suis dans ma naissance. Merde à moi le commun mortel. Merde au commun, merde au mortel qui m'habite et sa communauté, la communauté mentale, communauté pétée du mental mortel. Merde au pétomane mental qui habite mon micro. Yeah! Alors à présent, on va poursuivre avec un thème, un sujet qui n'est pas sans rapport avec le carton et qui devrait parler à certains et certaines d'entre vous. Voilà, on n'est pas très loin encore. Le titre, c'est Cahiers cousus et mousse au chocolat. Donc méditation éditoriale et culinaire. J'ai publié une 12aine de livres. Sur ces 12 livres, seule la moitié est encore disponible. Les autres sont bel et bien épuisés. C'est la dure loi de l'industrie du livre. Un jour, le pilon vient diminuer les frais de surstockage. Ou alors vous avez épuisé le tirage, ce qui est bien, mais votre éditeur peut vous dire « bon, bah, ça va comme ça, on va quand même pas retirer ». Ou alors, votre éditeur fait faillite et son stock est détruit par un créancier qui se paye avec le papier. Vous l'apprenez beaucoup plus tard, incidemment, par un compagnon d'infortune plus avisé que vous. Vous aviez eu la faiblesse d'avoir une pensée pour l'éditeur au moment de sa débâcle et pas pour le stock. Oups, vous ne vous préoccupez pas assez des chiffres. On vous l'a pourtant souvent dit et on continue à vous le répéter, mais ça ne veut pas rentrer. Et soudain, on vous apprend que de stock, il n'y a plus car le créancier l'a pilonné. Surgit alors l'image mentale rémanente d'un énorme réservoir rempli de papier détrempé, avec les couleurs des couvertures qui se mélangent. C'est un peu écœurant, vos pages sont écrabouillées sur celles de vos camarades de catalogue. Ça a quelque chose d'intime et d'effrayant. Vous vous prenez à espérer des voisinages. Vous fantasmez, vous délirez, une façon de se rassurer dans l'adversité. Vous comprenez alors la fragilité de la couture qui maintient les pages et qui vous avait pourtant de tout temps paru si solide. Sans doute parce que vous avez toujours cousu des livres. Certes, autrefois dans un métier d'éditeur, la tâche est déléguée à l'imprimeur, mais à l'âge de 6 ans, quand vous étiez enfant, vous assembliez les pages pour ensuite les coudre ensemble. Et puis pour les offrir aux membres de la famille. Donc un geste aussi ancien donnait l'illusion de garantir son résultat, de le frapper du sceau d'une certaine éternité. Un peu comme le fait que vous ne ratiez jamais une mousse au chocolat, car c'est votre mère qui vous a appris comment la faire alors que vos mains étaient encore si petites que vous n'aviez même pas la force de casser les carrés de chocolat dans le bol à mettre au bain-marie. Une magie a été transmise dans le bonheur de l'instant et les taches de cacao. Jamais, au grand jamais, vous n'écraserez de blanc en neige. Toujours, vous saurez conserver leur légèreté, leur grâce aérienne et la transmettre aux mousses, soufflées, îles flottantes, macarons, omelettes norvégiennes. C'est une mission sacrée. Vous êtes riche de secrets, ils sont puissants, dont la mousse au chocolat de votre mère. Et puis vous cousez des livres, des semblants de livres, qu'importe, parce que les livres de la bibliothèque de vos parents, les livres des librairies sont cousus. Ainsi, vous donnez un ordre au monde. Un monde qui se doit être rassurant, enfin autant que possible. On ouvre un volume, parfois ça fait un peu craque, mais ça tient. Et on voit le fil, soyeux, tenace. Le message est clair. Les livres sont cousus, donc indestructibles. La mousse au chocolat sera toujours bonne. Et puis un soir, vous êtes épuisé, vous recevez des amis, mais vous n'avez qu'une seule envie, dormir. Votre couette vous fait de l'œil et le chat s'y prélasse, ce salaud. Néanmoins, vous refusez la facilité et cuisinez une blanquette de veau. Ça, c'est votre côté petit soldat de bonne famille. Vous tentez désespérément d'ôter le poids de la journée, mais vous ne parvenez qu'à touiller, lassé avec des gestes désordonnés. La blanquette n'en pâtit heureusement pas. Vous préparez aussi une mousse au chocolat. Alors même s'il faut bien l'avouer, vous l'aurez remarqué que le menu n'est pas très équilibré ainsi, parce que l'un des amis qui vient dîner adore votre mousse au chocolat. Quand il en mange, il vous regarde avec des yeux écarquillés comme une reine de la mousse.
Et c'est plutôt valorisant. Il finit tout le plat. Vous êtes sensible aux flatteries culinaires, il faut le reconnaître. Mais ce soir, vous êtes tellement exténué que vous parvenez à une catastrophe inconcevable. Vous ratez votre mousse au chocolat. C'est affreux. Le blanc en neige reste en paquet, l'alchimie ne veut pas prendre, vous pleurez, vous fulminez bruyamment, vous piquez une rage, vous entendez un apaisant « mais chérie, ce n'est pas grave ». Et vous vous énervez de plus belle, mais bien sûr que c'est grave, mais c'est un drame, c'est une tragédie, un affront irréparable. Vous vous précipitez d'un mouvement théâtral dans la salle de bain pour jeter la mousse ratée dans les toilettes. Et évidemment, le blanc en neige reste en surface. Il aurait suffi de réfléchir quelques instants pour ne pas avoir ce geste d'humeur un peu stupide et descendre discrètement la poubelle. Mais c'est fait. Vous tirez la chasse, le blanc en neige vous nargue toujours, le gras du cacao fait des yeux, c'est absolument dégueulasse. Les amis arrivent dans un quart d'heure, vous sanglotez tout à fait. Il n'y a pas de dessert, il n'y aura pas de dessert, et la maison entière sent le cacao. Vous versez un demi-litre d'eau de javel dans la cuvette, vous aérez comme une damnée, vous disposez des cigarettes allumées partout pour tenter d'éliminer complètement l'odeur du chocolat et le souvenir de cet échec honteux par la même occasion. Vous ratez pour la première fois l'inratable. Vous avez l'impression de trahir le sang de votre mère, vos ancêtres grimacent, et presque en même temps. Vous prenez pleinement conscience du fait que les livres sont mortels. Tout du moins que leur petite couture ne se défend pas contre vents et marées, et certainement pas devant une déchiqueteuse. Vous comprenez alors pourquoi vous aimez autant les livres qui sont des guerriers fragiles. Vous contemplez la cuvette hébétée. À nouveau, en surimpression, surgit cette scène d'énormes réservoirs remplis de papier détrempé avec des couleurs contradictoires. Elle pourrait figurer dans le film L'aile ou la cuisse et n'y déparerait pas. C'est écœurant et le message est clair. On manque d'acteurs au sens d'agissants pour sauver les livres du pilon, c'est certain. Donc un soir, à nouveau, vous êtes épuisé. Vous vous retrouvez, pas encore vieille, femme d'âge moyen, comme dirait Catherine Ringer, avec des livres épuisés. C'est assez chic. Quand vous aviez 20 ans, vous imaginiez que seuls des contemporains, hélas aujourd'hui disparus, comme Bernard Noël ou Michel Butor, pouvaient avoir des livres épuisés. Ils en avaient l'âge et la prestance. L'œuvre qui justifie une telle frustration. 15 ans plus tard, vous êtes épuisé. Et vous n'avez ni la barbe de Michel Butor, ni les boucles blanches de Bernard Noël. Je ne suis donc pas sûre qu'il faille s'en réjouir. Je ne sais pas pourquoi je suis tellement obsédée par cette histoire de livres cousus, d'autant plus que c'est devenu une rareté. Regardez autour de vous et dans les librairies et les bibliothèques. De plus en plus, on trouve des livres en façonnage collé ou en burst binding, ce qui est un peu plus solide que le simple collage. Une encoche est pratiquée dans les feuilles. La glu s'y glisse et fait mieux de tenir l'ensemble. Plus de fil à retordre, plus de fil de l'eau, plus de fil à la pâte, plus de fil du rasoir, plus de fil en aiguille. Il est évidemment particulièrement signifiant que le façonnage aujourd'hui le plus répandu porte un nom anglais, le burst binding. Ce n'est jamais traduit sur aucun devis ni sur aucune facture, parce que il y a un peu d'oxymore, c'est éclaté lié ou crevé attaché. Donc ça ferait un peu peur. Votre 288 pages, je vous le fais en crevé attaché, c'est pas super. Alors évidemment, on peut dire qu'aujourd'hui il y a le livre numérique qui s'extrait de ça, mais on sait toutes et tous ici, j'imagine, que le livre est l'objet sentimental que l'écran ne sera jamais. Donc je vous donne quelques exemples personnels et j'imagine que vous en aurez d'autres et peut-être qu'on pourra les partager ensemble tout à l'heure. L'hiver de mes 20 ans était glacial et nouvellement orpheline, j'étais triste à mourir, en exil de moi-même. Je ne survécus aux fêtes de fin d'année que grâce à la lecture absorbée et répétitive de Futur ancien fugitif d'Olivier Cadiot. Je dis souvent que Futur ancien fugitif et ses méthodes de survie m'ont sauvé, et ce n'est pas une hyperbole. J'en ai acheté un deuxième exemplaire quelques années plus tard, car l'exemplaire héroïque est jaune tabac, gondolé, griffonné, maculé de taches de café. Je pense que j'ai dû dormir dessus. Il porte les traces de la guerre et de la victoire, mais je ne pourrais pas le prêter à un ami puisque c'est une relique. Le poète Claude Royer-Journoux m'a offert mon premier livre de l'autrice Hélène Bessette quand j'avais 22 ans. Je sortais de la Sorbonne et je déjeunais en terrasse, par hasard, juste sous ses fenêtres. On avait beau être au mois de mai, j'avais froid et je tremblais, mais il n'y avait plus de place à l'intérieur du troquet. C'est alors que, magie, j'ai vu le livre « N'avez-vous pas froid ?» d'Hélène Bessette apparaître dans mon champ de vision. Claude me voyait grelotter, l'avait fait descendre tout doucement à l'aide d'un fil de pêche jusque dans ma main. 10 ans plus tard, devenue éditrice, je rééditais les livres d'Hélène Bessette chez Lorly. Sur un mauvais conseil de libraire, un oncle par alliance me fit cadeau de La philosophie dans le boudoir quand j'avais 12 ans et contribua ainsi, sans le savoir, à mon éducation sexuelle. J'ai révélé l'affaire 15 ans plus tard à la famille. Depuis, on l'accuse de tous les maux.
Ma grand-mère dit de cet oncle par alliance, précision importante, le par alliance, oncle qu'elle a depuis surnommé celui par qui le malheur est arrivé, que l'inculture est dangereuse et que dans certains cas, elle devrait même tuer. C'est sans doute un peu excessif, mais on est comme ça dans la famille. Merci. Bravo. La famille Adams vit avec moi dans le Jura. Oui, nous sommes là, dans le Jura, et nous vivons. La famille Adams vit là, dans le Jura. C'est des réfugiés climatiques. C'est des réfugiés climato-philosophiques. Nous aimons les monstres, et le dinosaure contemporain est notre ami. Les monstres ne sont pas si monstrueux que ça. La famille Adams vit avec moi dans le Jura. Nous vivons là. Je vis là avec eux. Ils se sont réfugiés chez moi, avec moi. Nous vivons là. Je vis là avec eux. Ils se sont réfugiés chez moi, avec moi. C'est le climat. Les gens nous regardent, mais nous sommes bien là. Pas si monstrueux que ça. Nous chantons, nous gambadons, nous coupons du bois. La chose et moi. Nous prenons du bon temps dans les bois, dans le Jura, dans les bois, dans le Jura, dans les bois, dans le Jura. Le dinosaure contemporain nous voit, nous dit bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour, bonjour Boris, bonjour la famille, les monstres sont nos amis. Les monstres ne sont pas monstrueux, les monstres ne sont pas si monstrueux que ça, nous chantons. La chanson de Combataude, qui n'est pas chantée par Combataude. J'aurais bien voulu être une star et parader au milieu des gens comme un gourou, mais en fait je préfère chier dans la forêt et manger des hiboux. J'aurais bien voulu enregistrer un album concept et distribuer à mes apôtres des cranberries, des cacahuètes, mais en fait je préfère chier dans la forêt et montrer mes fesses aux chouettes. Je préfère chier dans la forêt et montrer mes fesses aux chouettes. Je suis trop bien. Je suis trop bien dans la forêt. Avec le dinosaure contemporain et Wednesday. En passant, le dinosaure, il joue de la guitare, il est super doué. Combataude est son nom, mais passons, j'ai faim, j'aimerais manger une assiette de doigts de pied. J'aimerais manger une assiette de doigts de pied. Combataude est un dinosaure contemporain. Combataude, c'est notre copain. Il a rien à foutre là dans cette chanson, ni dans ses bois, mais on s'en fout, le dinosaure contemporain, il vient du film Super Mario Bros 1992. Mais on s'en fout, c'est notre copain. Bienvenue dans ma chanson, l'été je barbecue, l'hiver je dors. Vous êtes cute, moi je suis mort. Bienvenue dans ma chanson, l'été je barbecue, l'hiver je dors. Vous êtes cute, moi je suis mort, bienvenue dans ma chanson. C'est des poèmes en ptose. Ces textes que j'écris en ce moment, c'est des poèmes en ptose. C'est des poèmes en ptose. Je les écris en état d'hypnose. Je les écris en écoutant les disques du groupe de French Synthwave Ptose. Oui, les disques de Ptose. Le groupe Ptose. Le groupe de French Synthwave. Oui, la French Synthwave. La vague synthétique de la France. La vague synthétique de la France, quel plaisir. Nous l'écoutons dans les bois, en mangeant des limaces, en coupant du 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 bois, avec notre pick-up au milieu des bacs, grosse bigouze musicale pleine de monstres monstrueux dansant la gigue synthwave, French Charmichen, beaucoup de bois, beaucoup de limaces, sur l'album de Ptose, ignoble limace, l'album culte de Ptose, il y a des limaces, sur l'album ignoble limace, il y a des limaces, n'est-ce pas, il y a des limaces, n'est-ce pas, petit poème en Ptose, n'est-ce pas, petit poème en Ptose, n'est-ce pas, les monstres ne sont pas si monstrueux que ça. Tiens, voici l'oncle Enid qui se retrouve au chômage. Chanson de l'oncle Enid qui se retrouve au chômage après avoir dérobé la caisse de la Biocop où il bossait. Eh bien voilà, je suis tout seul au chômage comme un con. J'ai pas trop d'envie, à part manger des abeilles. On me propose rien, de toute façon je veux rien.
cavaler des kilos de mythes et sucer des larves de termites. Et moi qui me suis fait virer à coups de pied au cul, je me mets à rêver que je chie du bio par le cul. Mais soudain la machine du rêve pleine de graisse est rachetée par la Chine comme le Pirée en Grèce. Et la Biocop aussi, mince, c'est pas easy. J'aurais dû braquer une banque alimentaire et manger toute la nuit. Ma vie c'est comme Alien de Ridley Scott. Sigourney baisa avec l'alien, moi je me tape une biscotte. Ma vie c'est comme Alien de Ridley Scott. Sigourney baisa avec l'alien, moi je me tape une biscotte. Ma vie c'est comme Alien de Ridley Scott. Moi je me tape une biscotte. Elle est buzz alien. Moi je me tape une biscotte. Elle est buzz alien. Moi je me tape une biscotte. Jésus tourne. Il tourne en rond, Jésus, dans sa casemate. Il est dans sa casemate à fulminer, il fulmine de bon matin Jésus, et il retourne dans sa tête, dans ses phrases, il tourne en rond dans ses phrases Jésus, il veut mettre de l'ordre, l'ordre c'est le fouillis est un ordre pour Jésus, l'ordre ça n'est pas ce qu'on ordonne, l'ordre c'est le fouillis ordinaire des phrases qui peuplent ma tête, tout ça qui tourne en rond, qui tourne bien rond, nous voilà propres avec nos phrases ordonnées dans le fouillis, la pensée fouille, nous fouillons, nous pensons, c'est-à-dire nous ratatinons, nous entendons tout un tas de phrases et nous cheminons, nous dérivons, nous nous perdons, nous sommes totalement en perdition et nous voilà une toute petite bille qui l'idée, une toute petite idée qui nous suivons la petite bille, une petite bulle qui monte dans la tête, une petite bulle qui va dedans dans la casemate, la petite bille à Jésus, elle fait monter la fulmination, elle fait monter la sauce fulminée, elle file la fille, le fléau, elle tombe dans la bouche, elle n'est rien qu'une bouche, une petite bouche, une bouche qui sort, qui fait parler le texte, elle trace, elle la fée. Dans Jésus, regarde le catalogue de la Redoute, elle voit des articles pour la femme, elle veut acheter des articles pour femme, le catalogue de la Redoute. Elle tourne les pages du catalogue de la Redoute. Regarde le catalogue de la Redoute, les combinaisons, les articles, les dessous, les caracos, armatures, les gaines de bas, des slips, des jupes. La fille sort de la bouche et les yeux à Jésus, elle veut mettre une robe sans rien dessous et marcher dans la pâture et l'herbe fraîche, les champs, les parcelles, retourner les tracteurs, marcher pieds nus dans la terre meuble, écraser la mode, Jésus écrase la mode, la pieds nus, la fille qui transpire les pores, qui sort du corps entier à Jésus avec des bas et un caraco gris, souris, une nuisette fleurie, un tulle, un ensemble de lingerie en dentelle festonné, un body, un harnais sans entrejambe, un ensemble bleu, armature, une culotte découpée en dentelle avec armature et ras du cou, la jarretière, c'est Jésus qui a eu la jarretière quand sa sœur s'est mariée avec Armin près de Viely, aussi Vanji, Caudry et Borin.
Comme le prévoit la loi, la disposition, l'amende, pour ceux qui n'assument pas, comme le prévoit la loi, l'amende, qui n'assument pas leur autorité comme le prévoit l'amende, qui n'assument pas, parentale, il faut instaurer cette pratique. Rappelons la loi, la disposition, l'amende, pour ceux qui n'assument pas, la loi chargée de faire respecter la loi, les dispositions qui sont à appliquer qui n'assument pas, frapper au porte-monnaie, responsabiliser, les contraindre. Il y a les bons et les méchants. Et les bons porte-monnaie, pour ceux qui n'assument pas. Il faut pas cliver. Chut. Comme le prévoit la Mesdames et loi, messieurs. la disposition, Chut. l'amende. On n'était pas là quand vous les avez Pour ceux faits. qui n'assument pas, comme le prévoit la loi, Il y a un souci dans ce pays. l'amende. Qui n'assument pas leur autorité comme Taisez-vous. le prévoit Laissez-moi parler. l'amende. Qui n'assument pas. On envoie un message aux parentale, parents. Il faut instaurer cette pratique. Laissez-moi Rappelons la parler. loi, la disposition, l'amende. Pour ceux qui n'assument pas. Il y a un souci dans ce pays. La loi chargée de faire On envoie un respecter la loi. message. Les dispositions La République est là, qui sont à appliquer, aux parents, qui n'assument pas. dans ce pays. Frapper au La vie, porte-monnaie, la vraie. responsabiliser, les contraindre. Chez certains jeunes, Il y a les bons et les méchants. pour l'assistanat, je et suis les pas. bons hein. porte-monnaie. Pas tous. Pour ceux qui n'assument pas. Chez certains Il jeunes. ne faut pas criver. Pour l'assistanat, Mesdames et messieurs, pas tous les jeunes. on n'était pas là quand Taisez-vous. vous avez fait. Chut. Tous ne sont pas des Il y a un jeunes. souci dans ce pays. Chut, taisez-vous. Faut pas les prendre pour des idiots. Laissez-moi hein. parler. Mais taisez-vous. Chez On envoie un certains message idiots, aux parents. Laissez-moi tous ne parler. sont pas des... Mais taisez-vous. Laissez-le parler. Hystérie Chut. collective. Il y a un souci On dans va ce pays. pas... On va aller à la catastrophe. On envoie un message. Enfants de l'immigration, La République est là. de la catastrophe, Aux parents. de dans ce l'hystérie pays. collective. Il y a un souci. Mais il y a un souci dans ce Et pays. je hein. ne suis pas pour la Taisez-vous. Vivez votre vie. Il faut pas instrumentaliser. Dans ce pays, Mais laissez-moi parler. la vie, la vraie. Et j'utilise le discours de Chez papa, certains jeunes, maman. Mais pour chut. l'assistanat, je suis Le discours pas de tous. papa, mais taisez-vous. Le discours Chez de certains maman. jeunes, pour Le l'assistanat, discours de papa, maman devant taisez-vous. la télé, mais chut. Tous ne sont pas des. Et ils vont tous nous les succéder, jeunes. ils vont nous succéder. Faut pas les prendre pour Le des discours idiots, de la taisez-vous. télé, de papa, Chez certains idiots, maman. tous ne sont pas des. Taisez-vous. Il faut rappeler qu'il y a des règles. Hystérie collective. On rappelle papa, maman, il y a des On va aller règles. à la catastrophe. Devant la télé, papa, Enfants de maman. l'immigration, de la catastrophe. Et ils vont nous succéder. hein. De À tous les niveaux. l'hystérie collective, il y a Il y a un des souci règles. dans ce pays, taisez-vous. Du simple citoyen au Il ne faut président, pas mais il y a des règles. instrumentaliser. Il y a aussi des Laissez-moi parents. parler. Les parents du Ils président. utilisent le discours de papa, maman. Face à des situations, il y a des parents qui souhaitent qu'on Le les aide. discours de papa. À tous les taisez-vous. niveaux. Le Les discours discriminations. de Mais maman. taisez-vous. Le discours de Laissez-moi papa, parler, maman mais chut, devant la mais télé. Chut. effort Et ils supplémentaire. vont nous succéder. Il faut mettre le paquet. Le Hein. discours de la télé. Crise de papa, sociale maman. énorme, Il faut énorme appeler crise sociale. qu'il y a Il des faut mettre le règles. paquet. hein. On appelle Impossibilité papa, de maman. pouvoir Il y a des vivre. règles devant On la déplie télé. le matelas. Avec papa, maman. On baisse Ils vont les nous aides. C'est succéder ça à la tous les réalité. niveaux. C'est ça. On déplie le matelas. Il y a des règles. Du simple citoyen au C'est président, ça la il y a des réalité. règles. Il y a aussi Il des ne faut parents. pas abuser l'opinion. Les Il y a parents des du règles. président. La Ça, loi c'est n'est des pas là pour situations. faire... La loi est là pour faire Il y a des respecter la parents loi, qui mais les souhaitent qu'on amendes, les aide à tous les niveaux de les la parents qui discrimination. n'assument pas, taisez-vous. on déplie le matelas. C'est Laissez-moi ça la parler. réalité. Chut, La effort France offre des supplémentaire. chances Faut mettre le paquet. exceptionnelles. La Crise redevance sociale télé, énorme. Faut mettre le paquet. il faut mettre les pieds dans le plat. Impossibilité jouer au loto, de pouvoir vivre. faut On mettre le déplie paquet. matelas. On Pas baisse nier les les aides, réalités. c'est ça. Personne ne nie La les réalités. réalité, on déplie La le redevance matelas. télé, C'est il y ça, aura la des réalité. sanctions. hein. Il faut Un pas accompagnement abuser l'opinion, personnalisé. il y a des règles. Jouer au loto, La loi est il y là aura pour des faire sanctions respecter la loi. pour Les chaque famille amendes. française. Les pieds Les dans le parents plat. qui n'assument pas. Chut. On déplie le matelas. Attendez, mais chut. C'est ça. Aujourd'hui, La réalité, la chaque France offre famille des chances française, exceptionnelles. mais La attendez, redevance télé. chaque famille Il faut à 5, mettre mais les pieds dans le taisez-vous. plat. Jouer au loto. faut Famille mettre le française à paquet. 5, Personne mais ne nie les chut. réalités. La Interlocuteurs redevance des télé. acteurs publics, Il y aura du des fonds sanctions. privés. Faire preuve Un d'autorité, accompagnement premier point. Mais personnalisé. chut. Jouer l'autre. Deuxième Il y aura point, des sanctions. taisez-vous. La ghettoisation, Pour chaque famille comme aux française. États-Unis. Les pieds dans le Ok. plat. Chut, attendez. Vous avez des enfants? Ok, on va s'en Aujourd'hui, occuper. Comme aux États-Unis. Chaque famille française, chut, attendez. Si vous faites preuve de mauvaise Chaque volonté, famille a 5 interchutes, on va taisez-vous. s'occuper de vous, ok? Ok, ok. Famille Les française, idées simplistes. 5 chutes, interlocuteurs des Moi, acteurs je suis publics. pas pour l'assistanat, Des ok? fonds privés. Ok, les Faire idées preuve simplistes, les d'autorité, repères sont premier partis, point. ok? Chut. L'état d'urgence? Deuxième point. Vous avez des taisez-vous. enfants? La Comme aux États-Unis? ghettoisation. Comme aux États-Unis. La ghettoisation, ok. les repères sont partis, comme Vous aux avez États-Unis. des enfants, ok. Vous avez des enfants? On va s'en occuper. Rassurez-vous. Comme aux États-Unis. Maintien de l'état d'urgence. Si vous faites preuve de mauvaise volonté, Les États-Unis nous on regardent. va s'occuper de On va vous. les obliger à Ok, les réfléchir. idées simplistes. Moi, je suis pas Rapport pour de l'assistanat. confrontation ok. ethnique. Attendez. Les idées simplistes, les repères sont On partis. se raconte des salades. Ok, Le maintien de l'état reportage sur la d'urgence. Vous place. avez des Mais enfants taisez-vous. Comme aux francophobie. États-Unis. Taisez-vous. La Un fonds de ghettoisation. commerce au vitriol. Les repères sont Il partis. n'y a pas que l'administration américaine qui soit Comment nulle. Hein. Chut.
comme aux On États-Unis. se raconte des salades. Vous avez des enfants. L'ascenseur social dans les logements ne Maintien fonctionne de pas. l'état d'urgence. On se raconte des Chut. salades. Les Et États-Unis je ne nous parle pas de regardent. ceux qui mettent le feu On dans va les l'ascenseur. obliger à réfléchir. On se raconte des Rapport salades. de confrontation Logement, éthique. Attendez. L'ascenseur On se raconte social, des salades. le logement, l'ascenseur Le des reportage sur familles, place du la taisez-vous. milice, Francophobie, le quartier de taisez-vous. l'ascenseur au niveau de la Un fonds déliquescence. commerce au vitriol. ça ne marche Il n'y pas. a pas que l'administration. Il y a un souci dans ce pays, américaine hein. Qui soit nulle, chut. Desperado On se raconte et des nihiliste. salades. L'ascenseur On ne peut social pas dans être les dans une logements situation de faux ne fuyant. fonctionne pas. On Il se ne s'agit pas raconte d'être des plus salades. ou moins à Mais je ne parle gauche, pas de ceux qui mettent le feu dans désespérado l'ascenseur. et nihiliste. On se raconte Nous des sommes à un salades. niveau de Le déliquescence. logement, l'ascenseur de Plus social, ou moins à gauche, des toutes logements, l'ascenseur des familles, Désespérado et nihiliste. de la Pour moi, de c'est la pas un milice, débat, hein. du quartier, de Plus ou l'ascenseur, moins un du niveau débat, de déliquescence. un pacte ne de marche pas. non-agression. Il y a un souci dans ce pays. On a un arsenal juridique. Desperado et nihiliste. 3 On ne mois peut pas être dans une de mesures situation de faux exceptionnelles. Il ne s'agit pas d'être plus ou moins, Plus ou moins gauche, nihiliste. Desperado et nihiliste. Il faut donner Nous un sommes signe à un niveau de chevet des déliquescence plus ou banlieues. moins à gauche toute. avec des matelas Bultex, Desperado et nihiliste. d'un lopilo. Pour moi, ce n'est pas un Regardez, les débat. messages ont été parfaitement clairs. Plus ou moins un débat. D'un lopilo. Un pacte Les de matelas Bultex. non-agression. L'ascenseur social Un arsenal ne juridique. fonctionne pas. 3 mois de Non, mais mesures excusez-moi, exceptionnelles. ça marche plus pas. ou moins Excusez-moi, ça ne nihilistes. marche pas. Il faut donner un signe. Et je ne m'étonne moi-même. Au chevet des banlieues. Je n'ai fait que avec vous les matins écouter. Bultex. Je veux dire aux Dalopilo. enfants, Regardez, les messages ont été Désespérado parfaitement et clairs nihiliste. avec Dalopilo Des fils et les matelas et des Bultex. filles de la L'ascenseur République. social ne fonctionne pas. Excusez-moi, 3 mois de Je couvre-feu. ne marche pas. Je Et veux m'étonne dire aux moi-même. enfants, Desperado Aux et enfants des nihiliste, quartiers d'origine. Les filles et les fils. Les filles de et la les République. fils. Laissez-moi 3 parler. mois de Je m'étonne Nous moi-même. ne construirons Aux rien de enfants des durable. quartiers. Chut, Taisez-vous. Des filles. des 3 mois fils. de couvre-feu. Laissez-moi parler. Nous ne Nous construirons ne rien. construirons rien. Filles et fils de la République. durable. Chut, Rien de taisez-vous. durable. Nous ne 3 construirons rien. mois de couvre-feu et Rien. nous ne construirons rien. Filles et fils enfants des fils quartiers de la durable République, origine. De durable. Nous ne Et construirons rien des quartiers. Filles et fils de la République. enfants de la quartier. 3 mois de De couvre-feu. durable. Mais rien. Nous ne construirons Nous rien. ne construirons rien de durable. Rien. Rien. De couvre-feu. Vraiment rien. De durable. Rien. Alors on continue sur une thématique, on va dire, laborieuse, le travail, avec un texte qui s'appelle Le chant de la moquette. Vous allez découvrir ce qu'est le chant de la moquette. Ce qui m'avait le plus étonné, c'était cette impression de décor. Pendant le trajet, déjà interminable le trajet. Descendre la pente avec la tour Eiffel en arrière-plan, arriver au métro, puis les escaliers, beaucoup d'escaliers, tellement d'escaliers, la station Europe avec ses écrans, et arts et métiers façon Jules Verne. On s'y noie. 20 000 lieues sous les flots quotidiens, parfois déchaînés, souvent d'huile et d'ennui, du travail salarié. Elle est composée de fibres synthétiques polyamides, résistantes au feu et aux chaises à roulettes, prévues pour un usage intense, traitées anti-salissure, anti-statique, anti-mythe, adaptées au chauffage par le sol. Elle peut accueillir des fauteuils roulants à être gris clair, gris moyen, beige clair, beige moyen, ambre, vert pré, miel, vieux rose, terre cuite, nectar, papaye, écureuil, fraise, corail, camélia, violine, glycine, indigo, prune, azur, bleu, gris, bleu violet, jade, laurier, rouge feu, vert moyen, bleu nuit, mousse, olive, bronze, marron beige, marron foncé, vanille, océan, biche, aurore. Ou bien un motif, griffure claire sur teinte foncée, volute, poids régulier, rond, lignes pointillées, formes géométriques, oslo, stripe, pixel, lierre, médaillon, végétal, pavé, guirlande, laurier, carreau. Elle s'appelle Baya, ou Sigma, ou Impulse, ou Creation, ou Harmony, ou Nabucco, ou Chiron, ou Grace, ou Roma, ou Lisa, ou Wallaby, ou Verana, ou Armand, ou Lily, ou Autumn, ou Fluent, ou Blossom, ou Lutèce, ou Megan, ou Ciao, ou Ameba, ou Kaléidoscope, ou Allegro, ou Kyoto, ou Garland, ou Enzo, ou Oriana, ou Duna, ou Da Capo, ou Fabula, ou Petro, ou Sabine, ou Panda, ou Parma, ou Valérie, ou Windsor, ou Baltique, ou Horizon, ou Absolute. On la foule, on la piétine, on l'écrase, on l'arpente,
On la parcourt, on la sillonne, on y avance, on y piaffe, on y trépigne, on y trottine, on y file, on y flâne, on y met la gomme, on y attend, on y tourne, on y fonce, on y évolue, on y freine, on y glisse, on y stationne, on y lambine, on y végète, on s'y meut, on s'y hâte, on s'y dépêche, on s'y déplace, on s'y précipite, on s'y traîne, on s'y presse, on s'y morfond, on s'y ennuie, on s'y grouille, on s'y angoisse, on s'y magne. On n'y prend pas garde en général. Rien n'a l'air vrai. Le moindre pavé, le moindre arbre, et encore moins le bâtiment qu'on est censé occuper et dont on a davantage l'impression qu'il nous occupe. Son immense porte à tambour a l'air de vouloir broyer ses occupants. On ne l'emprunte qu'avec un cœur un peu emballé de frayeur. Les agents d'accueil abordent toujours une mine d'enterrement. C'est comme ça. On a vérifié. Ils n'enterrent pourtant personne tous les jours. Ça doit faire partie du descriptif du poste. Le sésame en forme de carte magnétique, plusieurs techniques. Le sortir de son sac ou de sa poche, laisser dans son sac ou sa poche le sésame et le déplacer de façon à le positionner devant le capteur. Ne pas le déplacer, mais effectuer une chorégraphie, souvent à base de déhanché, permettant de le placer correctement. On apprend beaucoup des gens selon l'option choisie: timide, extraverti, sociopathe, dépressif, érotomane, désespéré. Au bout de plusieurs jours, on perçoit qu'on sursaute souvent. Des personnes qu'on n'avait pas entendues arriver surgissent tout à coup dans notre champ de vision, près, trop près. Leur haleine se pose sur la peau avant même que le regard ait pu atteindre leurs pupilles. Ses collègues ou supérieurs ne sont pas pieds nus, ni chaussés de mocassins de sioux que l'on voit dans les westerns. Ils portent des chaussures de ville, fort classiques pour la plupart, escarpins, baby, Salomé, Charles IX, bottines, derby, Richelieu, loafer, mocassin, boots. Reste donc à accuser le support, qui se révèle soudain dans toute sa sournoise efficacité, la moquette. C'est elle qui transforme ses usagers en proie potentielle. La roue tourne, chaque prédateur peut devenir proie à la faveur d'une situation, et vice-versa. Le DRH a la parole un peu trop libre, espionné par le stagiaire, répétant ses propos à l'assistant surpris par le directeur. Les fibres dissimulent une toile d'araignée extrêmement efficace, adhérente sous l'aspect soyeux. Personne ne peut échapper à l'étouffement des pas. Tout le monde est relié par le polyamide et la teinte neutre. Dans cet univers où les pas ne sonnent plus, l'attention se porte sur les conversations et le rendement des machines, extension de la force laborieuse, quasi-prothèse, comme si l'amputation des journées pouvait être justifiée par l'ajout de ses camarades plastiques, réagissant au bout des doigts, généralement dociles. On les personnalise, les fonds d'écran rappellent les vacances, les enfants, les rêves. On colle des stickers, l'humour est roi. Le chef est si content qu'on ait l'impression de s'en emparer un peu, lui qui contrôle les requêtes, réglemente la moindre recherche internet et surveille tout. Et le temps passe lentement, si lentement. Parfois, un collègue, une collègue, parvient à faire entendre son pas sur la matière élastique. Il est plus lourd, ou alors elle enfonce bien ses talons dans le sol, ou bien la matière de sa semelle entre en conflit avec celle de la moquette et ça crisse un peu. Ou encore, il ou elle opère des sortes de demi-tours rapides qui font ployer la fibre. Et on se surprend à apprécier ce bruit qui agace les gencives et rappelle le tam-tam sourd de contrées éloignées. On espère la mousson, le désert, la douleur qui fait se sentir vivant, quelque chose qui se passerait en dehors de l'interlocution réflexe, des bips numériques, de l'air conditionné et des moteurs, comme un chant lancinant. On peut aussi personnaliser son mug, porter des dessous affriolants ou des jouets sexuels, maudire son supérieur, confectionner des poupées vaudou, hurler intérieurement, lire aux toilettes, développer une addiction pour les jeux en ligne, l'envoi de SMS, échafauder des scénarios de suicide au 3e sous-sol ou alors jusqu'aux 3 terrasses, ou des scénarios de meurtre, faire des listes de blagues, attendre la pause cigarette, alterner thé et café, préparer ses vacances, son cancer, sa retraite. On est souvent frappé par la docilité de ces lieux alors que tout devrait mener à la révolte, à l'explosion générale, à la furie dévastatrice, jusqu'à l'anéantissement total du matériel. Et on se surprend à accepter, alors qu'on ne s'habitue pas, on ne s'habitue jamais. Pourtant, on se conforme au code. Pour la carotte du salaire, effrayé par le bâton de la pauvreté, de la marginalité. Pour la carotte du salaire, on se fait rouage, on observe, on raisonne, on obéit. On visite le rayon, on consulte l'onglet Travail, 9 to 5, active, des marques de prêt-à-porter pour les classes moyennes, et on acquiert blazer, cardigan, chemisier, collant cher, 30 deniers résistants, chaussettes unies, foulard, costume, chemise, pull encollevé, bleu marine, noir, crème, uni, des couleurs éteintes, des motifs classiques, des fantaisies mesurées. Dans l'ascenseur, sourire, un peu mais pas trop, la juste mesure entre l'impolitesse et la niaiserie, lecture des regards. Un petit mouvement de tête peut faire le travail aussi.
Puis on développe des relations superficielles portant le masque de l'attention, mesurant avec précision ce qui se demande, enfants, conjoints, chiens, vacances, bricolage, week-end, loisirs. Et ce qui se répond, merci, sympa, c'était en solde. Pavillon, crédit, bronchiolite. Parfois, le ou la collègue au pas sonore traverse la scène et on s'interrompt à l'unisson sans s'en rendre compte pour l'écouter, le regard dans le vague. Le chant de la moquette, c'est souvent le seul qui nous reste, mais tout est toujours possible. Faites confiance aux pages blanches et surtout faites confiance au fait que vous allez écrire dessus. Merci. La famille Adams vit avec moi dans le Jura. On écoute des disques dans les bois, pick-up à fond, on joue par-dessus, on danse. Wednesday fait des chorégraphies de la mort qui tue, d'ailleurs, elle tue quelqu'un en dansant. Elle tue quelqu'un en dansant, elle tue quelqu'un. Un promeneur du dimanche. Elle dansant avec une tronçonneuse. Le promeneur décapité, oups, c'est pas de chance. La tronçonneuse mélodieuse, la tête du promeneur solitaire. Elle est tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à la Rousseau. Elle est tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à la Rousseau. Bref, Wednesday, c'est pas sa faute. C'est la faute à pas de chance. Le dinosaure contemporain, notre nouveau copain, enterre le corps. On dira que c'est la faute des chasseurs. Chanson du promeneur solitaire tué et enterré dans les bois. C'est loin l'au-delà, mais j'y vais quand même. J'ai droit à un bagage à main. Et quoi emporter? Je vais quand même pas prendre les nœuds, les 90 000 strophes du Mahabharata. J'ai jamais rien compris au mythe hindou. Je prendrais bien les tubes de Michel Sardou. J'ai jamais rien compris aux mythes hindous. Je prendrais bien les tubes de Michel Sardou. Je devrais m'en sortir avec une tartine de tarama et les lacs du Connemara. Je répète, je devrais m'en sortir avec une tartine de tarama et les lacs du Connemara. Message à ma famille, ne vous compliquez pas la vie, laissez-moi dans l'humus, dans les bois. Je ne suis qu'un promeneur en slip, comme les premiers organismes multicellulaires qui étaient de grands rubans à morphologie régulière. Je devrais m'en sortir avec une tartine de tarama et les lacs du Connemara. Je vois la lumière au bout du tunnel, c'est beau, c'est mystique. Il y a quelqu'un qui m'appelle, j'ai mis mon beau slip. Je vole en chantant, ou le contraire. Je vois un grand yéti blanc, je vais lui rouler des pelles. Je vois un grand yéti blanc, je vais lui rouler des pelles. Je vois un grand yéti blanc, je vais lui rouler des pelles. On coupe du bois, on bosse comme des fous, on est là dans les bois avec la famille Adams. La famille Adams vit avec moi, la famille Adams vit avec moi dans le Jura. Wednesday a chopé un écureuil. Wednesday a chopé un écureuil américain. Je crois que c'est américain, elle dit. Un américain, ouais. Je crois que c'est un américain, elle dit. Un écureuil américain, ouais. Elle est douée, Wednesday. Elle l'attache sur un arbre. Elle est douée. Elle le vide. Elle lui parle, elle le rassure, elle lui parle. Oh, Wednesday, elle est douée. Elle vide l'écureuil. Oh, Wednesday, elle est douée. Elle vide un écureuil. Elle a fabriqué une housse de smartphone. Avec l'écureuil là dans les bois, on a du talent, on écoute de la zik, on fait notre bois. Réfugiés climato-spirit, réfugiés fantomatiques, réfugiés cinématographiques, on est bien là comme des scouts. On chante comme des scouts, on est bien là comme des scouts, on chante comme des scouts, on est bien là comme des scouts, on chante comme des scouts, on est bien là comme des scouts, on chante comme des scouts, on est bien là comme des scouts. Ouais, c'est un camp scout avec Wednesday qui téléphone, elle téléphone avec son portable écureuil, sa housse en peau d'écureuil. A squirrel, yes! A squirrel, yes, we can. America.
Made in Jura, l'artisanat au top, qu'est-ce que tu crois? Elle commande des pizzas. Elle commande des pizzas, des anchois à gogo, des ananas, des vieilles peaux mortes. Des ananas, des vieilles peaux mortes. De la colle UU, des chaussettes pourries, parmesan et vomi, acide butyrique. C'est l'acide butyrique, dit-elle, c'est l'acide butyrique, c'est l'acide butyrique, dit-elle, c'est l'acide butyrique, c'est l'acide butyrique, dit-elle, c'est l'acide butyrique, c'est l'acide butyrique, dit-elle au pizzaiolo au téléphone, c'est l'acide butyrique qui est responsable de l'odeur du vomi, mais aussi de celle de certains fromages, dont le parmesan, 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 c'est l'acide butyrique, dit-elle, c'est l'acide butyrique, dit-elle, c'est l'acide butyrique, dit-elle, dont le parmesan. Chanson du savant fou qui a raté sa carrière dès le primaire. Les tatas, les mémés, à grosses mamelles, les tontons, les bébés, buvant la Mirabelle, me prenaient pour un fou quand j'étais petit. Je pleurais beaucoup, je pleurais beaucoup, je pleurais tellement que pour me calmer, il me faisait prendre des bains, mais je n'aimais pas me baigner de coups. Il a bien fallu les étrangler, ces connards, ces enculés. Il a bien fallu les étrangler, tous ces connards, ces enculés. Je baignais dans le vide quantique, ça oui. J'avais beau avoir 6 ans, j'en connaissais déjà l'équation. E0, l'énergie du vide égale à 2m2hv. E0, l'énergie du vide égale à 2m2hv. Mais je n'aimais pas me baigner, du coup il a bien fallu les étrangler. Tous ces connards, tous ces enculés. Il a bien fallu les étrangler. Ce n'est pas le vide qui m'a achevé, c'est d'avoir enterré toute ma famille dans le jardin. C'est d'avoir enterré toute ma famille dans le jardin. E0 égale l'énergie du vide. E0 est demi de HV. Je pense au vide, je me sens bien. Mais je n'aimais pas me baigner. Du coup, il a bien fallu les étrangler. Tous ces connards, tous ces enculés. C'est l'énergie du vide qui nous sort à tous. Aujourd'hui, j'y crois encore. Même si je la suis surtout fin plein, vide un couscous, je sais plus ce que je dis, je vais tout casser. Mais il a fallu les étrangler, tous ces connards, tous ces enculés. Mais je n'aimais pas me baigner. Du coup, il a bien fallu les étrangler, tous ces connards, tous ces enculés. Du coup, il a bien fallu les étrangler, tous ces connards, tous ces enculés. Du coup, il a bien fallu les étrangler, tous ces connards, tous ces enculés. La troute, la petite femelle du trou qui trace sa route, elle fait du bruit. La femelle du trou fait tout, tout. Elle prend la route. Quand elle prend la route, toute route, et le son va dans l'air. Il creuse l'air avec ses tout, tout. La femelle creuse aussi l'air du trou. Elle lui prend d'ailleurs tout au trou. Elle lui bouffe tout l'oxygène, elle te l'oxytrou, son petit trou, elle est sans gêne. Le trou, d'ailleurs, vit pas avec elle. Il est dans sa troussonnière. Il préfère que de vivre en trou-couple, car les trous-couples, c'est bon pour les faux trous, dit le trou mâle. Un vrai trou, c'est souvent mal embouché. Du coup, sa vie en solo, son existence de trou, c'est pas comme les fissures, qui, elles, fonctionnent en binôme, voire pire. Ça se mélange, les fissures, et c'est peu ragoûtant, on nous l'assure. La femelle du trou, elle fait le trou-nome. Elle est hermaphrodite, tout comme son homme, et le trou femelle, tout comme le mâle qui lui fait mal. C'est pour ça que quand on tombe, faut bien choisir le sexe du trou, sinon on est mal. L'ennui pour la vie sexuelle du trou, c'est qu'on ne sait pas quel trou va dans l'autre. C'est qui des deux trous qui remplit, et qui c'est-il qui vide? Lors de la période du rut, qu'on appelle le trut, les trous s'épient. Ils guettent le premier faux pas, et donc, vaut mieux pas être dans les environs. À la saison du trut, tout est en trou, avec des observateurs sur les bords qui marchent sur des œufs. Surtout pas casser un œuf de trou, malheureux. Surtout pas, sinon, direction le trou mère, qui est un trou outré, ou le trou père, qui est un trou pervers. Il y a ainsi
toute une dynastie de trous qui remonte au trou primal, le primatrou, celui qui tenait pas encore debout, mais qui faisait tomber tout le monde. D'ailleurs, pour le primatrou, le monde s'appelait Montrou. Il a guère changé, mon trou, depuis les trounosaures. Sauf qu'il est plus troué qu'avant, et ça n'inquiète pas les anthropologues pour autant. Cette trace de trou qui laisse rien derrière elle, qui fait le vide tout autour, qui détruit son habit trou, et tout ça pour aller où? Hein? Trou, Dieu seul sait. Il a très envie de boire une bière, mec. Une bière bien fraîche. En marchant dans la ville, dans la nuit. Parce qu'il fait nuit, là. Le problème, c'est que le mec, il est nul en orientation. Chaque fois qu'il va dans une ville, il se perd. Il n'arrive pas à se repérer, le mec. Il perd toujours. Il est toujours perdu. Alors que chez lui, même dans sa propre ville, le mec, il est perdu. Il est perdu, le mec. 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 Alors là, à Barcelone, ça va pas être facile. Il regarde sur son smartphone, mec. Il regarde sur son smartphone, mec. Ça va pas être facile. Il est perdu, le mec. Il est perdu. Il est perdu, le mec. C'est... Ça va pas être facile. Regarde l'itinéraire jusqu'à l'épicerie. La première épicerie pour acheter une bière à Barcelone. Ça n'a pas l'air très compliqué, hein. C'est à 2 minutes. À pied, il dit le smartphone. Alors le mec, il se met en route. Ça va pas être facile.
Le mec tombe sur une épicerie. Il entre, il dit Buenas tardes. Et l'épicier répond Guten Abend. Et c'est là qu'il découvre qu'il est à Berlin.